Parce que cela a été simplement ancré dans le marché immobilier. Et nous le faisons de cette manière depuis tant de décennies. Les gens se disent, ah oui, je préfère juste le faire à l'ancienne parce que c'est ce à quoi je suis habitué. Oui, écoutez, je serai le premier à vous le dire. Et vous savez, la plupart des gens penseraient que je suis un traître total pour dire cela. Je pense que les commissions sont trop élevées. Je veux dire, elles sont beaucoup trop élevées. Vous savez, l'idée d'une commission de 6% qui, vous savez, n'est pas fixée par la loi. D'accord, je dois le dire, bien sûr. Et c'est toujours négocié. Nous n'avons pas vraiment vu de vraies commissions de 6% depuis très longtemps. Tout le monde le fait pour moins. Et c'est négociable entre le vendeur, l'acheteur et l'agent immobilier. Bien sûr, ce n'est pas fixé par la loi. Ce serait une violation des lois antitrust si c'était le cas. Mais vous savez, cela a commencé à l'époque où les propriétés coûtaient, je ne sais pas, 1 000 $, vous savez, en 1905. D'accord? Je veux dire, et les propriétés ont pris de la valeur plus rapidement que l'inflation. Donc, vous savez, tout est devenu déséquilibré. Parce que, vous savez, après que nous avons abandonné l'étalon or en 1971, ou le dernier vestige de l'étalon or, devrais-je dire, vous savez, la façon dont les propriétés ont évolué et l'inflation a évolué par rapport à tout le reste était tout simplement folle. Donc, vous savez, c'est une industrie étrange et dysfonctionnelle. Je serai le premier à le dire. Oui, c'est un point intéressant. Par exemple, si nous repensons à 2012 et supposons simplement que les prix à la consommation ont augmenté de 50%. Disons cela juste pour l'exemple. Et les revenus ont augmenté, disons simplement de 50%. Mais ensuite, les prix des maisons ont augmenté de 100%. Maintenant, tout d'un coup, les agents immobiliers gagnent théoriquement 100% de plus qu'avant avec le même taux de commission. Oui. C'est très déséquilibré. Et laissez-moi vous dire pourquoi cela doit en quelque sorte être déséquilibré. L'industrie immobilière, comme tant d'autres, industrie n'est vraiment plus une industrie. Les jours où les gens, et quand j'embauche quelqu'un, j'aime embaucher un véritable artisan, un technicien, quelqu'un qui fait réellement le putain de travail, vous voyez. De nos jours, c'est comme soyons un marketeur. Tout est devenu une affaire de marketing maintenant. Et donc, vous savez, les commissions élevées ont attiré tellement de gens dans la profession que tout le monde est devenu une entreprise de marketing. Plutôt qu'un véritable artisan ou technicien ou quelqu'un qui pratiquait réellement le métier. Et ça me manque. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les avocats, les comptables, les courtiers immobiliers qui sont des professionnels et pratiquent le métier, plutôt que tout le monde soit un foutu marketeur. Je veux dire, écoutez, être un marketeur, c'est là où est l'argent. Je vous l'accorde, mais vous savez, est-ce que je veux embaucher le meilleur marketeur ou le meilleur technicien? Je veux une personne qui peut réellement faire le travail. Vous savez, maintenant, ça me manque dans beaucoup d'entreprises. Oui, c'est vrai. Alors, concentrons-nous davantage sur les prix. Qu'ont-ils fait récemment, juste au niveau national et peut-être au niveau local? Je sais que vous allez probablement avoir plus d'informations sur les marchés où vous possédez réellement des propriétés. Donc, ce seraient les marchés linéaires et nous pouvons expliquer cela. Ou la différence entre cela, un marché cyclique et un marché hybride. Pour l'individu, et ensuite, donnez-moi votre avis sur ce qui se passe sur le terrain en ce qui concerne les prix, disons simplement au cours de l'année dernière. Oui, donc le marché immobilier a été ennuyeux. L'activité a été lente. Notre entreprise a été morose. Je serai le premier à le dire. Ça n'a pas été génial. Et l'activité, ça est vraiment en baisse. L'activité est en baisse d'environ 25 à 30%. Et les gens ont juste attendu que quelque chose se passe. Ils ont attendu que les taux baissent. Beaucoup de gens pensent que les prix vont baisser. Cela ne s'est pas vraiment produit, sauf dans quelques marchés. Peut-être que le marché qui remporterait le trophée du pire marché du pays serait Austin, Texas, où les prix ont baissé d'environ 14% dans le résidentiel. Et puis quelques marchés en Floride sont également assez surapprovisionnés. Donc, vous savez, ils ont également souffert. Mais globalement, à l'échelle nationale, les prix ont augmenté d'environ 5% d'une année sur l'autre, selon l'enquête que vous consultez. Nous sommes dans une sorte de situation très étrange. Vous savez, juste ce genre de marché anémique où c'est vraiment lent et calme. Mais je vous le dis, ça ressemble beaucoup, Georges, à 2012. En ce moment,
Vous savez, ça a juste été un peu calme, pas beaucoup d'activité. Et, vous savez, beaucoup accusent l'administration Trump. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, sauf que les prix sont à l'opposé. Oui, les prix, je sais, vous savez, l'activité de vente et le volume des ventes et les prix sont deux choses différentes. Donc, vous savez, les prix ont augmenté parce qu'il y a juste une telle pénurie de logements dans le pays, mais ils n'ont pas beaucoup augmenté. Je veux dire, la demande est en baisse. Et vous savez, la maison devient de plus en plus hors de portée pour la plupart des gens. C'est, vous savez, d'un point de vue sociétal, ce n'est vraiment pas sain, ce n'est pas bon. Oui, mais encore une fois, pourquoi la demande est-elle en baisse? Je veux dire, la demande était en baisse à l'époque parce que tout le monde pensait que les prix de l'immobilier continueraient à s'effondrer. Et personne ne voulait attraper un couteau qui tombe. Et tant de gens étaient au chômage, ils ne gagnaient pas d'argent à cause de la récession ou de la fin de la récession. Et aujourd'hui, il n'y a pas de demande parce que les gens ne peuvent tout simplement pas se permettre le prix, plus le taux d'intérêt. En gros, ils ne peuvent pas se permettre le paiement mensuel. Exactement. Oui, c'est tout simplement trop cher. Donc, vous savez, si nous voyons les taux baisser, et ils ont baissé pendant 7 semaines consécutives maintenant, et plus, quand je dis cela, je parle des taux hypothécaires. Mais si nous voyons les taux hypothécaires atteindre, vous savez, la fourchette haute à moyenne de 5%, nous allons voir une énorme quantité de demandes entrer sur le marché. C'est ma prédiction. Et il n'y a qu'environ 650 000 maisons à vendre dans le pays en ce moment. Donc, vous savez, vous augmentez la demande. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est normal en se basant sur oui, vous faites cela depuis 3 décennies maintenant. Alors, quel serait un nombre normal? Environ 1,4 million serait le nombre normal. Et je dois dire cela, en 2015, cela aurait été considéré comme une offre normale, ce qui représenterait environ 1% du parc immobilier à 140 millions. Mais en ce moment, nous avons environ 650 000 maisons à vendre. Donc, nous avons diminué de plus de la moitié en termes d'inventaire et c'est ce qui maintient les prix élevés. Exactement, parce que la demande est définitivement en forte baisse. Il y a beaucoup moins de demandes. Oui, Et la seule chose qui maintient ces prix élevés est le faible inventaire. exactement. Donc, en d'autres termes, juste pour le spectateur, si nous agitions une baguette magique et que le mois prochain, les inventaires revenaient à la normale. Exactement. Donc, il y avait, vous savez, au lieu de 650 000 maisons à vendre à travers les États-Unis, il y en avait 1,5 million. En fonction de la demande que nous avons, les prix des maisons seraient beaucoup plus bas. Oui, eh bien, vous atteindriez enfin un équilibre qui correspond aux revenus pour que les gens puissent réellement se permettre de passer à l'action. Exactement. Oui, les prix de l'immobilier à 1,5 million, ce qui serait considéré comme un inventaire normal, mais nous n'avons pas une demande normale. Nous avons beaucoup moins de demandes que la normale. Donc, à ce chiffre, je pense que les prix baisseraient certainement. Oui, oui. Tout ce que vous avez à faire pour le spectateur, tout ce que vous avez à faire est de regarder l'évolution des prix. Donc, si le prix augmente légèrement, ou s'il est stable, ou s'il baisse légèrement. Si nous avons une offre historiquement basse, par définition, nous avons une demande historiquement basse. Parce que si nous n'avions pas une demande historiquement basse, alors le prix ne serait pas stable. Il monterait en flèche. Et donc, si nous avons cette demande historiquement basse, ce que dit Jason, et que vous ajoutez un peu d'offres, vous allez voir le prix chuter de manière significative, jusqu'à ce que cela corresponde aux revenus, jusqu'à ce que les gens puissent à nouveau se les permettre. Et ensuite, les acheteurs vont revenir, en supposant que tout le reste soit égal. L'économie, le taux de chômage, etc. Oui, sans aucun doute. Et Georges, tu as dit demande historiquement basse, et aussi c'est une accessibilité historiquement basse. Je veux dire, nous avons la plus faible accessibilité au logement depuis 4 décennies maintenant. Et quand je parle de demande, je la définis un peu comme non seulement le désir d'acheter, mais aussi la capacité d'acheter. Exactement. Oui, absolument. Alors, que se passe-t-il avec les loyers? Les loyers, c'est intéressant, en effet. Normalement, dans ce genre de marché, on verrait les loyers augmenter beaucoup en ce moment, mais ce n'est pas le cas parce que, comme tu le sais, et notre ami Ken McElroy peut en parler avec beaucoup plus d'expertise que moi. L'année dernière, nous avons livré un nombre record de nouveaux appartements. Je veux dire, la construction d'appartements qui a commencé il y a 3 à 4 ans était en plein essor. Le financement était si bon marché, l'argent était simplement jeté sur les projets.
chaque promoteur construisait un complexe d'appartements. Et ce complexe typique était ce que l'on voyait partout en Amérique. C'était un immeuble de 4 étages, vous savez, comme un bâtiment d'appartement de style jardin, avec une piscine au centre et, vous savez, 300 unités. Et ces choses ont poussé partout dans le pays. Et donc, l'année dernière, nous avons livré juste un nombre record d'unités et je ne me souviens pas du nombre. Mais c'était un nombre très élevé. Je ne peux tout simplement pas me souvenir du nombre en ce moment. Mais c'est cela qui a vraiment adouci le marché locatif avec toutes ces nouvelles livraisons d'appartements. Et puis, nous avons vu quelques conversions, bien que ce n'était pas du tout autant que les pessimistes le disaient, d'Airbnb en location traditionnelle à long terme. Nous avons vu une partie de cette conversion se produire. Mais encore une fois, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'était comme un non-événement, mais c'était un petit peu. Et donc, avec cela, les loyers ont été assez plutôt mous. Ils n'ont augmenté que d'environ 2%, 2,8%. Et la plupart des enquêtes sur les loyers ne sont pas très précises pour les maisons individuelles, comme elles le sont pour les appartements. Parce que sur le marché des appartements, il est vraiment facile de faire des enquêtes sur les loyers. Il suffit d'appeler tous les propriétaires institutionnels et de demander « Hey, que se passe-t-il ?» ou vous lisez leurs rapports annuels, s'ils sont publics, et vous regardez simplement ce qu'ils font, et ils vous le diront. Mais pour les maisons individuelles, il est très difficile de faire des enquêtes sur les loyers avec les maisons individuelles. Oui, cela a du sens. C'est beaucoup plus facile avec les complexes d'appartements. Donc, nous avons une tonne d'offres qui arrivent sur le marché dans le secteur multifamilial, et cela maintient le couvercle, disons, sur les loyers, ce qui est évidemment une bonne chose pour les individus, car les revenus n'ont pas suivi le rythme des prix des maisons. Et donc, si les loyers avaient augmenté dans la même mesure, votre seule autre option serait l'itinérance. Oui. Oui, et ce n'est pas amusant. Salut les gars, j'aimerais inviter personnellement chacun d'entre vous à assister au Rebel Capitalist Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année qui vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Elle vous aide à augmenter votre liberté et votre autonomie personnelle. Et elle vous aide également à élargir votre réseau. En d'autres termes, vous pouvez rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, des collègues, les capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 21 mai. Les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets dès que possible et pour savoir qui interviendra au Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information privilégiée, si vous obtenez vos billets plus tôt que tard. Et vous pouvez obtenir une réduction car à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, le prix des billets augmente. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et obtenez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai.